Je ne m'attendais pas à ça. Comme quoi, il faut savoir être agile à toute situation. Donc, je vais vous faire en fait un retour d'expérience. C'est l'idée c'est de se dire, est-ce que il est possible d'être agile à plus de 60, pas plus de 60 ans, mais à plus de 60 personnes. Et ça en phase d'exploitation. Est-ce que c'est possible? Donc, au lieu de raconter des grandes théories, l'idée c'est vous exposer une expérience. Et puis, on verra si on peut en tirer un enseignement. Si chacun ou chaque personne qui est là dans la salle s'y retrouvera ou essaiera d'y trouver quelque chose. Donc, moi, c'est Maziar Dolatabadi. Il faut oublier le W. Dolatabadi, Maziar. Je suis directeur adjoint au numérique à Radio France. Et je vais vous faire quelques secondes de corporate. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît Radio France. Généralement, quand on dit Radio France, on pense essentiellement à France Inter. Radio France, c'est 7 chaînes de radio, c'est 4 formations musicales, c'est plus de 4200 salariés et plus d'une centaine de métiers différents. Donc, je vous fais un espèce de breaking news. C'est les chiffres de ce matin. Radio France fait 27,27% d'audience cumulée. Et donc voilà, depuis plus d'1 an. Donc en fait, beaucoup de gens écoutent au moins une station de Radio France. Le numérique de Radio France, c'est 7 sites internet, 5 applications mobiles, Skill Alexa, on est aussi sur Google Home. On fait plus de 49 millions de visites mensuelles en septembre. On est presque maintenant à 60 millions de podcasts téléchargés, etc. L'équipe technique de Radio France, la technique de numérique, parce que là je parle du numérique, on est plus ou moins 55 développeurs répartis dans une douzaine d'équipes. Une équipe, c'est plus de 2 personnes et jamais plus de 7 personnes. Il y a 2 équipes d'Ops, on est 3 pôles, on a plus de 200 dépôts Git. On fait, et c'est pas une exagération, on fait plus de une vingtaine de mises en production par jour et on se doit être disponible 24/7, 365. Nous sommes en fait des produits numériques de médias et on se doit être disponible et rapide. Notre raison d'être, c'est récupérer, je vais la lire, c'est récupérer, générer, enrichir et qualifier les données de Radio France pour les diffuser sur notre propre infrastructure via les services et les produits numériques que nous éditons. Donc en fait, cette raison d'être, normalement, doit vous donner le contexte de l'équipe technique du numérique de Radio France. Je suis vraiment désolé pour ces slides comme ça. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire du site de France Bleu. C'est un site qui est extrêmement lent. France Bleu, c'est 1400 salariés, c'est 44 locales. Et on est en 2014. Le site est extrêmement lent. Le back-office ne répond presque jamais. Les salariés en ont plus que assez, à tel point que le lendemain des municipales de 2014, on se prend un tract des journalistes, à juste titre, qui se dit, mais enfin, c'est quoi ce produit, c'est quoi ce site? Le jour, au moment où on a besoin de notre produit, de notre site internet, il ne répond pas. Surtout le site de France Bleu, au moment des municipales, s'il n'est pas disponible pour les journalistes et pour nos usagers, à quoi ça sert? Excusez-moi, je suis vraiment perturbé par... Voilà, on va faire comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a dû vous le vendre à longueur de la journée. On fait le choix du Scrum. Voilà, je fais très vite. On fait le choix du Scrum. On choisit un coach. On monte une équipe technique, produit et métier. À Radio France, technique c'est d'un côté, produit c'est de l'autre, et le métier c'est encore plus loin. D'accord? Je vous ai dit 4200 salariés. Au sein de l'équipe, on définit clairement les rôles. Qui est quoi? Qui est le Scrum Master? Qui est le Product Owner? Qui est le sponsor? Qui sont les sponsors? Parfois. On définit simplement et on partage la vision et la promesse du produit. C'est quelque chose qui est essentiel en fait. Vers où on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? À quoi il doit servir en fait le produit que nous sommes en train de construire? Il doit faire quoi en fait finalement le site de francebleu.fr?
in fine. Mais surtout, ce qui est essentiel, c'est que à quel moment on doit être en production. Quel est le premier incrément qui va nous permettre ensuite d'en faire d'autres et d'autres et d'autres et faire développer notre produit, apporter de plus en plus de valeur. Essayez de faire comprendre ce que c'est un MVP en fait, à un sponsor, à un directeur de chaîne, c'est extrêmement compliqué. C'est de croire qu'en fait on est en train de dévaloriser son produit. Mais le MVP c'est extrêmement important et on verra, je vais vous montrer pourquoi. On monte un stack de développement. On fait les incréments, on fait le truc super classique. Ce schéma-là, vous avez dû le voir plusieurs fois dans la journée, mais vous l'avez vu tout le temps. Voilà. On incrémente, on a un backlog, on fait nos sprints. À l'époque, on fait des sprints d'une semaine, et puis on livre des incréments de produits. Donc à ce moment-là, il s'agit de parler de faire un produit. On a une équipe multidisciplinaire, il y a des devs, front, back, il y en a qui font des API, il y a des ops, il y a des UX designers, il y a un coach. Donc en fait, on a une équipe, plus ou moins d'une dizaine de personnes, qui travaillent ensemble pour construire le site de France Bleu et son application mobile. Le jour J, voilà ce que ça donne. On a une équipe heureuse qui atterrit en temps voulu, à la date dite, le site est up. Dès que le site est up, 2 heures après, en fait, on est en train de faire des mises en production et corriger les coquilles qu'on a découvertes. Et on s'aperçoit, à ce moment-là, en fait, si on doit faire un petit feedback et si on doit faire une petite parenthèse, c'est que le plus dur, là, c'était pas la mise en œuvre, en fait. C'était pas ce que l'équipe technique devait faire. Ce qui était le plus dur, dans notre contexte, c'est de faire cheminer l'ensemble des parties prenantes, en fait, de notre produit à cette promesse partagée. C'est quoi, qu'est-ce qu'on veut faire avec francebleu.fr. Si on veut dire depuis, si en fait les chiffres ont un sens, si les chiffres doivent illustrer un succès, en septembre, quand on ouvre le site de France Bleu, il fait à peine 2 millions de visites quand le site il est up. Et en septembre, on est à plusieurs millions de visites mensuelles. Et voilà, donc je ne sais pas si les... En 2014, on est quelques-uns. Notre agilité, c'est savoir se réunir dans le chantier de maison de la radio. On est une dizaine, on se réunit, on essaie de comprendre le contexte. On grossit un peu en 2015. On peut toujours se réunir dans un couloir. Bon, c'était un gif animé, c'est raté. Et on peut se réunir dans un couloir. On se connaît. Les interactions entre les gens, les gens, les acteurs en fait de nos produits sont peu nombreuses. À la limite, ça se tient quand on prend un café, quand on fume une clope. On se connaît, c'est presque une ambiance familiale. Donc les interactions sont simples. Les gens savent qui fait quoi, etc. Depuis 2015, on sort francebleu.fr, on sort France Inter, on sort France Culture, on sort France Musique, on a sorti francemusique.com, on a sorti Move dernièrement. Et donc ce qui fait, c'est que ce qui était au départ une petite équipe qui était en capacité de se réunir dans un chantier avec quelques-uns, on devient à plus de 60, à tenir dans plusieurs open space, avec des dizaines et des dizaines et des dizaines d'interactions par heure. Alors comment on fait ? Comment on fait en fait pour ne pas perdre notre esprit d'agilité ? Agilité dans ce cas-là avec un petit A, quand on passe de quelques-uns, d'une dizaine de personnes, à 60. En fait, si on ne connaît pas le soleil radieux déjà, c'est vers où on veut aller. Quel est notre objectif ? Au moment où on fait le site de France Bleu, c'était quoi notre objectif ? Est-ce que c'était pour faire un site vitrine ? Est-ce que c'était juste faire un énième Drupal et puis se dire, voilà, on est au rendez-vous, on a répondu aux exigences du sponsor, on a répondu au fait du prince ? C'était quoi en fait notre vision à ce moment-là ? Est-ce qu'on n'était pas en train, à ce moment-là, on se demande et on se dit, est-ce que ce que nous sommes en train de faire, c'est pas l'avenir de notre média ? Est-ce que le numérique, c'est pas notre avenir ? Est-ce que là, à ce moment-là, en 2014, on est en train de se dire, est-ce que le numérique ne va pas avoir une influence sur les médias ? Aujourd'hui, peut-être ça vous paraît évident, parce qu'une culture du numérique
au sein d'un média en 2014, qui est Radio France, n'est pas aussi simple. Donc l'équipe, nous, ensemble, on se dit, on va aller vers le soleil radieux, et que le soleil radieux, c'est pas pour faire un site corporate, c'est pas juste faire un site corporate. Et cette vision-là, il ne faut pas que je l'oublie, elle n'est pas portée par la technique. Elle ne peut pas être portée par la technique. Cette vision-là, elle est partagée par la technique, par ceux qui représentent et portent le produit, et aussi et essentiellement par les sponsors, les managers. L'équipe technique, pour sa part, on se dit, bon, on a une legacy qui ne tient pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire, en fait, pour qu'on ne se perde pas? Ça va être quoi notre trajectoire? Et dans ce cas-là, on se dit qu'on va mettre nos règles, on va les inscrire dans le marbre. Et ces règles-là, encore aujourd'hui, sont valables. La règle première, c'est être indépendant. Ne dépendre d'aucun fournisseur, d'aucun prestataire. Dans un salon comme ça, de dire ça, c'est un peu pas très simple. Donc, on ne dépend d'aucun fournisseur, d'aucun prestataire. Le vice va très loin. C'est-à-dire qu'on ne va jamais prendre, en fait, 2 ou 3 externes plus que par prestataire. On va essayer on monte une infrastructure agnostique. On doit être disponible. Ce que je vous ai dit, nous sommes un média. S'il arrive un événement et que le site n'arrive pas à supporter la charge, vous qui êtes nos clients, les usagers du service public de France Inter, de Radio France, vous ne serez pas contents. Donc il faut être disponible, il peut être rapide. Et puis pour nous, il va falloir être simple. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, si on regarderait l'état de notre architecture, elle est simple. Mais la simplicité, c'est quelque chose qui doit nous animer à chaque fois. On doit être évolutif. Je ne reviens pas dans un salon où on parle de DevOps, pourquoi il faut être évolutif. Et puis surtout, il faut arriver, dans notre cas, répondre aux besoins immédiatement et assurer le time to market. Juste voir un tout. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Vous pensez qu'on a été faire appel à une société d'architecture qui est venue chez nous pour nous dire comment on doit architecturer notre design? Non. On a commencé à prendre nos marqueurs, les tableaux blancs, et on a commencé à dessiner. Par rapport à notre manifeste, par rapport à ce qu'on est en train de faire, par rapport au chemin vers le soleil radieux, on se dit, avec ceux qui sont là, les dizaines de personnes que vous avez dans le couloir, on s'est dit comment on va le faire. Les devs, les ops, les devs back-end, les devs front, on fait des POC sous un bureau, sur un petit serveur, sur des anciens PC, et on essaye et on dessine, et on dessine, et on dessine. Dans ce cadre-là, en fait, Radio France, qu'est-ce qui se passe? C'est bien gentil de venir avec un modèle, venir avec une architecture, que dire, bah voilà, c'est ça le modèle. Ça a marché à droite, ça va marcher chez vous. Ça a marché chez les autres, ça va marcher chez nous. Là, la question, c'était pour nous de dire, on est dans quel environnement? Quelles sont nos contraintes? Quels sont nos besoins? Vers où on veut aller? Mais où on en est? Donc Radio France, c'est plusieurs dizaines d'années d'existence. C'est une SI numérique. C'est une SI qui a plusieurs années, qui est en tout cas plus ancien que le SI numérique. Donc notre raison d'être, si vous avez bien remarqué ce que c'était, c'est on se doit se brancher sur la radio, sur les outils métiers de la radio, et puis ensuite de les enrichir, d'en créer de nouvelles données, et puis de les diffuser sur l'ensemble de nos produits numériques, nos sites internet, nos applications mobiles, là sur le skill Alexa, et aussi être disponible pour les partenaires, par exemple le site de France Info, les données qui sont sur le site de France Info. Le site de France Info n'est pas opéré par Radio France, est opéré par France TV, mais les données qui viennent de Radio France viennent de notre SI. Puisque là, la question, la question c'était être agile à 60. Non, ne vous inquiétez pas, on ne s'est pas perdu. C'est que comment on grandit en fait ensuite? Comment on passe de quelques dizaines à 60? Ce qui se passe, c'est qu'on a toujours réfléchi par domaine fonctionnel. On a des domaines fonctionnels qu'on doit adresser. Au départ, ce n'est pas très clair. Parfois, c'est un peu diffus. On a une équipe qui s'appelle Zone 51, exprès. L'équipe Zone 51, c'est quelque chose qui doit aller récupérer les données de Radio France et les faire venir sur le site, les données du SI de Radio France, Radio FM, vers le numérique. Au départ, c'est un sentiment, on sait qu'il faut le faire. L'équipe, elle est là, c'est une petite équipe.
elle grossit, elle s'aperçoit, on essaie de voir les domaines, les périmètres, les domaines de responsabilité entre le SI métier et nous. Au fur et à mesure, ça s'affine. Et donc, l'équipe en fait qui était une devient deux. Et puis ensuite, à côté, on avait une équipe qui faisait juste un player. Après, on s'aperçoit que pour être rapide, nos fronts ont besoin d'autre chose. Pour avoir notre player persistant, il faut autre chose, etc. Et ainsi de suite. On fait en fait par division cellulaire, on grossit, on grossit, on grossit. Et on essaye d'avoir à chaque fois des domaines fonctionnels qui font sens. Des équipes dans des domaines fonctionnels qui font sens. Ce qui donne ça. Je pense que c'est perdu. Je suis un peu perturbé par les slides. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça nous donne trois grands pôles. On a un grand pôle, en fait, qui s'occupe de faire, qui est là, en haut, en fait, qui va essayer de réaliser les fronts, les produits numériques, les interfaces. On a une équipe ici qui est toute la partie de la responsabilité d'Ops. Et puis on a une équipe là qui est en la responsabilité de tout ce qui va être transverse, mutualisable. On est 7 chaînes, on est 7 chaînes de médias, on est 7 radios. Il n'était pas question pour nous non plus d'essayer de réinventer la roue 7 fois. Donc à un moment donné, y compris en termes de performance, en termes d'apport et de qualité, il était hors de question pour nous de siloter en fait notre SI dans cette équipe ici-là. Mais à un moment donné, il y a des choses qui sont communes. Et ces choses qui sont communes, il va falloir les mutualiser, les faire en sorte qu'en fait, on puisse y compris apporter de la valeur qu'on apporte sur notre éditeur, sur notre player, parce que ce qui est apporté là, ce qui est fait ici, va celui être partagé là, là, et là, et là, et là. Et donc, il était hors de question pour nous de siloter. Donc, on a des équipes back-end, ou moi je dirais plutôt backstage, qui s'occupent des API, l'équipe Zone 51 ici qui grossit, qui s'occupe de faire le lien avec le SI de Radio France, et puis on a des équipes auto qui s'occupent du back-office, etc., etc. Et puis là, on a les ops. Pour l'instant, personne n'a hurlé, mais je sens qu'il y en a qui vont hurler. Ce qui se passe, c'est que chaque équipe, par contre, est vraiment, toutes les équipes, y compris les ops, sont organisées. Là, ici, c'est l'exemple d'une équipe front stage, moi j'appelle ça, on a 3 domaines de responsabilité. On a le métier qui est le responsable éditorial, qui est représenté par le responsable éditorial. On a la technique qui est représentée par un responsable technique d'équipe, qui, lui, cette personne-là, s'occupe avec son équipe de la mise en œuvre du backlog. Et donc, on va avoir le product owner. Là, je parle de rôle, je ne parle pas de fiche de poste. Ici, donc, on a le product owner qui a la responsabilité de son backlog et qui doit travailler avec le sponsor et chacun va avoir ses parties prenantes. L'équipe éditoriale va avoir son équipe de journalistes, de contributeurs, d'attachés pro, etc., etc. Je vous ai dit à Radio France, il y a 110 métiers. Le product owner, il va travailler avec l'UX, avec lui, il va travailler avec le marketing. L'équipe technique, le responsable technique va travailler avec l'infrastructure, va travailler y compris avec les équipes backstage, etc. Y compris côté backstage, y compris côté back-end, si vous voulez. Chaque équipe a son product owner, un product owner technique, qui essaye de comprendre et organiser le backlog, faire l'interface en fait entre le métier, je reviendrai, le responsable technique de l'équipe et qui doit faire les incréments et les réaliser. Donc y compris là, dans les équipes backstage, on a aussi un product owner, on a un responsable technique d'équipe. Le métier, il est où? Le métier, il n'est pas présent forcément là. Et le métier, il va être présent par quoi? Par des rituels, par des moments d'interaction et d'échange pour porter sa présence. Je vous montrerai. En fait, ce qui devrait vous faire hurler, c'est dire, attends, on est au DevOps D, hein, et tu es en train de nous dire que tu as mis les ops de l'autre côté. En fait, il y a une frontière qui se crée. Il y a une frontière là qui s'est créée entre l'équipe front, qu'on appelle Pixel, les équipes front qu'on appelle Pixel, les équipes back-end et l'équipe Manda. En fait, moi, ce qu'il y a, c'est que ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a des contraintes à Radio France. On a des contraintes. Si au départ, quand on fait le site de France Bleu, on a une capacité de mettre un UX designer dans l'équipe, un ops, etc., un dev front, un dev back-end et tout ça, oublions, là, on est à Radio France, on a 7 chaînes, on a minimum 7 produits numériques à réaliser, à développer et être en amélioration continue.
Et ben dans ce cas-là, en fait, on regarde dans quel environnement nous sommes et de quelle manière on est en capacité de s'adapter. Donc oui, il y a des frontières invisibles qui se créent entre le dev et l'ops. Il y a des frontières invisibles qui se créent entre le back et le front. Est-ce qu'on s'en satisfait? Non. Ce qu'on va faire, en fait, on va essayer de générer autant d'interactions possibles. On va essayer de faire en sorte qu'on soit vraiment dans la collaboration. On va essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas dans le contrat. On n'est pas dans une relation prestat-client entre nous. On est dans une relation de collaboration. On n'est pas dans un endroit où on ouvre un ticket, on se cache derrière son ticket et qu'au bout de 2 semaines, on dit « tu n'as pas fait mon ticket ». Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va réaliser? Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne suffit pas de dire il faut collaborer. J'arrête pas d'entendre collaborer, coopérer, etc. C'est gentil. Mais de quelle manière? Il s'agit de créer les moments, il s'agit de créer les occasions pour que les gens puissent collaborer et se parler correctement. Je reviendrai dessus. Donc la force, c'est quoi? C'est tous les jeudis après-midi, les équipes se rencontrent physiquement, en mode stand-up, viennent avec leurs demandes et leurs doléances auprès des équipes back, y compris des équipes back entre elles. Et donc tous les jeudis après-midi, on va avoir les PO qui reçoivent en fait les demandes des uns et des autres. Et dans ce cas-là, chaque équipe vient avec sa demande et essaie de la porter et expliquer pourquoi j'ai besoin de ça et pourquoi j'ai pas besoin de ça. Et le PO, il est là pour essayer de prioriser le backlog des équipes back-end. Il y a un autre truc qu'on appelle conclave. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un conclave. Rien à voir avec la religion chez nous, en tout cas. On ne sort pas d'une pièce tant qu'on n'a pas trouvé. On ne sort pas de la pièce tant qu'on n'a pas trouvé la solution. On met dans la même pièce les devs et les ops, parce qu'en fait notre environnement évolue. C'est parce qu'on a fait une architecture en 2015 que cette architecture-là elle n'évolue pas. Tous les jours, nous sommes en train de la faire évoluer. Cette évolution-là, ce n'est pas les 60 personnes qui sont là tout le temps, constamment, en train d'échanger les uns avec les autres pour le faire évoluer, pour le faire bouger. Il est illusoire de croire qu'on va mettre 60 personnes dans une salle qui va en sortir une direction technique. Mais en même temps, ce n'est pas à quelques-uns dans une pièce fermée qu'on va arriver à s'en sortir. Dans ce cas-là, on va essayer d'être tout le temps constamment dans les interactions. Et donc, dans une salle, on va enfermer un dev, un ops, ceux qui doivent avoir des problématiques ensemble. On va essayer de le porter et le mettre les verbaliser. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu veux faire? Vers où on va aller? C'est quoi le sens que chacun veut faire? Où il est le produit? De quelle manière on apporte quelque chose par rapport au produit? Et si à un moment donné, on n'arrive pas à s'entendre, c'est le business qui tranche. Ah bon, ta solution, elle est plus coûteuse que l'autre? Écoute, on ne va pas faire ça. On va prendre la solution la moins coûteuse. Ah, cette solution va prendre 3 mois. Je suis désolé, les élections, c'est dans 2 mois. On ne peut pas pouvoir le faire comme ça. Dans ce cas-là, on va trancher. Et dans ce cas-là, on va essayer d'obtenir l'adhésion des uns et des autres. Ceux qui ont des intérêts divergents et contradictoires, essayer de le faire tirer vers le haut à partir en verbalisant le problème et essayer de savoir quel apport ça apporte par rapport à où est-ce qu'on est en train d'aller. Il y a un autre truc qu'on appelle voyage-voyage. Parce que trop souvent, les équipes back-end, ils se cachent là, bien dans leur grotte. Ils sont là où ils sont bien eux. Ils sont bien loin de l'usager. Ils sont bien loin du client. Dans ce cas-là, on va prendre les questions des devs. Écoute, l'équipe inter a besoin d'une nouvelle infrastructure pour faire ses tests, etc. On va prendre l'Ops. L'Ops, il va venir le temps d'un sprint, le temps de 2 sprints, s'asseoir dans l'équipe, essayer de comprendre ses besoins et à partir de là, être au service, j'aime pas ça, être dans la collaboration avec l'équipe pour essayer de lui apporter des solutions. Évidemment, on va faire des outillages. Quand on fait une vingtaine de mises en production, qu'on est capable, en fait, un vendredi après-midi de mettre en prod, c'est qu'on a on a un stack de CI/CD, plutôt CI, plus tendre vers CD, qui nous permet, en fait, de déployer. Dans ce cas-là, les développeurs, ils n'ont pas forcément besoin des ops pour déployer. Absolument pas besoin des ops pour déployer. Ce qu'ils ont besoin, c'est que leurs outillages en fait, soient mis à jour, que leurs tests leur permettent d'avoir la sérénité de pouvoir mettre en production tranquillement et mettre autant de fois que nécessaire un code en production, faire des rollbacks, de corriger. Par exemple, une des règles dans les équipes, c'est on n'essaye jamais de faire un rollback. Si on a des pages blanches et qu'on n'arrive pas à savoir au bout de 2 minutes pourquoi, on fait rollback, on rollback. Mais on ne rollback jamais. On est toujours là en train de dire, on corrige. Tant qu'on peut faire des mises en production pour corriger, on corrige, on corrige, on corrige, on corrige.
Moi, je peux vous raconter des histoires où toute une après-midi, on a l'équipe de France Bleu qui a fait plus de 15 mises en production pour corriger et fixer. L'internaute ne s'en est pas aperçu, parce que notre architecture se doit être résilient. L'internaute ne s'aperçoit pas. Elle n'a pas forcément les données fraîches. On va avoir le reverse proxy qui va faire parapluie, etc. Le temps que les développeurs, en fait, ils corrigent le bug et pour mettre en production. Quand on se doit être disponible 24/7, 365, you build it, you run it. C'est-à-dire que ceux qui réalisent le code, ils sont aussi la responsabilité de son exploitation. Et donc, au sein de l'équipe, par exemple, les devs et les ops font ce qu'on appelle l'astreinte. Je déteste ça d'appeler ça astreinte, qui font l'organisation en heures non ouvrées. Et donc, si jamais il y a un problème et s'il y a une alerting, indifféremment, en fonction des semaines, c'est un dev qui se fait réveiller ou c'est un ops qui se fait réveiller. Mais il ne suffit pas de se réveiller, de se cacher derrière son petit doigt et redémarrer un service en disant c'est bon, la faute était au code ou la faute était à l'infra. C'est que toutes les semaines, on se retrouve le mardi à midi et les équipes, en fait, partagent les incidents. Il y a des incidents qui arrivent, il y en a plein, que personne ne s'en aperçoit. Et ben dans ce cas-là, en fait, on essaye de, ensemble, savoir pourquoi il est arrivé, essayer de s'acculturer et pour qu'il y en ait moins dans moins. On va avoir des communiqués de pratique, je ne développe pas. On va faire aussi des pizza talk, des BBL. Quand on est dans un environnement où on cherche l'interactivité, où on cherche les interactions, si vous avez des personnes qui ne parlent pas, si vous avez des personnes qui sont cachées dans leur coin, derrière leur clavier, etc., à un moment donné, vous devez de créer les moments où les gens puissent prendre la parole. Par exemple, le pizza talk, on va avoir quelqu'un dans l'équipe qui a envie de parler d'une de ses passions, qui va parler de comment purifier l'eau, qui va essayer de parler comment on fait de la bière dans sa cave, etc. etc. Et donc, on va créer des moments de convivialité de ces moments-là où les gens puissent échanger tranquillement et facilement. Et puis, évidemment, il y a plein d'autres choses que nous n'avons pas encore imaginées. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore imaginées. Parce qu'en fait, la règle, c'est quoi? Je le dis encore une fois. Si la règle, c'est on n'est pas dans le contrat, on est dans les interactions, pas dans ce cas-là, quels sont les moments qui doivent nous permettre de générer ces interactions-là? Donc, il ne suffit pas non plus de dire on va imaginer des moments. Il y a aussi des gens qui doivent s'en occuper de ces moments-là. Donc on va avoir une équipe un peu virtuelle, qui est un peu transverse, qu'on appelle Mitrin, qui va essayer d'aider à monter des ateliers, à monter des bébés, de faire venir les expériences d'ailleurs dans l'équipe. Et puis on a un truc qu'on appelle le comité d'excellence opérationnelle, qui a à cœur de mettre en place les bonnes pratiques, de réfléchir le CI/CD, de mettre en place les bons tests, etc. Et donc qui va aussi veiller à ce que quand il y a un incident, il y a un post-mortem qui soit fait en totale transparence au sein des équipes. Le maître mot à Radio France, dans l'équipe technique de numérique, c'est la responsabilité. Je suis développeur, je suis responsable de mon code. Je suis Ops, je suis responsable de mon infra. Je suis responsable technique de l'équipe, je suis responsable de mon équipe et de son delivery et de sa vélocité. Il y a un cadre. C'est l'organisation du temps et la vélocité. C'est la culture d'équipe. C'est essayer d'entretenir cette culture d'équipe. L'équipe qui sont les 7 ou les 5, 6 personnes corps ou l'équipe dans son ensemble. Être une culture d'amélioration, être constamment dans une culture d'amélioration continue. Les bonnes pratiques, toujours se les répéter et les répéter. Avoir des backlogs clairs, le rôle des PO sont essentiels. Si le backlog n'est pas tenu, s'il n'est pas priorisé, si les user stories ne sont pas claires, l'équipe technique, elle va délivrer n'importe quoi. Elle n'est pas en capacité si elle n'est pas en capacité de comprendre quelle est la valeur que nous sommes en train d'attendre de l'équipe par rapport à un sprint, à la fin d'un sprint, ça ne le fait pas. C'est aussi rendre mesurables les attendus. Il faut rendre mesurables les attendus, les rôles et responsabilités. J'ai plus le temps, il faut que j'aille vite. Donc en fait, on ne va pas être dans une hiérarchie de pouvoir. Qui est le chef de qui? Je suis responsable, je suis interne et externe, ferme-la. Je suis le responsable de l'équipe, tu n'as rien à dire, ferme-la. On n'est pas dans cette relation-là. La question, c'est qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui fait sens? C'est que je suis responsable de quoi? Toi, tu es responsable de quoi? Cette équipe est responsable de quoi? L'autre équipe est responsable de quoi? On se doit tous les uns des autres des choses. On est interdépendants des uns des autres. Et ça, c'est quoi ces interdépendances-là? Et à partir de là, on a la légitimité en fait de la parole sur son domaine de responsabilité. Donc évidemment, on est dans des équipes autonomes et auto-organisées. Je vais vite parce que j'ai plus le temps.
J'ai un truc que je veux extrêmement insister. Dans les équipes qui sont parties et qui disent qu'on fait de l'agile, ça fait des années. En fait, les rituels, c'est plus des rituels, c'est des routines. Vous allez dans une équipe, ils sont en stand-up, vous participez à leur stand-up, ils disent tout, ils racontent leur vie. Je dis, mais enfin, c'est quoi? À quoi ils a servi ce rituel? Bah quoi? On est en train de faire notre stand-up. Mais le stand-up, il doit servir à quoi? Que vous partagiez vos anecdotes de la veille. À quoi sert un stand-up? À quoi sert une démo? À quoi sert une rétro? C'est que quand on tombe dans la routine, quand on tombe dans la routine, on oublie le sens, y compris le sens de ce que devait être la méthode. On réfléchit mieux à plusieurs têtes qu'à une seule. Je vais vite. Ce qui est, c'est pas forcément ce qui devrait être. On a toujours fait comme ça. Quand vous allez chez les clients, s'il y a ici des consultants, vous dites, on a toujours fait comme ça. Viens pas amener ta fraise, on a toujours fait comme ça. Eh ben non, si on a fait toujours comme ça, c'est quoi le sens de ce qu'on est en train de faire? Et puis l'autre côté, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce qui compte en fait finalement, in fine, c'est qu'on travaille des êtres humains, on travaille des intelligences, on travaille ensemble. La collaboration, c'est l'être humain, c'est pas le process. Et si en gros, je dois dire pour ceux qui sont dans l'agilité, revenir de temps en temps et relire le manifeste de l'agile, ça fait pas de mal. Merci. Désolé.